Donc, merci d'être encore là pour ceux qui sont restés. Nous voilà donc arrivés à la troisième et dernière table ronde de la matinée. Donc ce matin, on a parlé création d'entreprise, expérience, on a parlé de transformation d'activité. On va continuer sur cette ligne en parlant des mutations qui s'opèrent aussi dans le monde du travail, au sein même de l'entreprise. Donc on entend par là une attention plus accrue aux conditions de travail, à la qualité de vie au travail et au bien-être, de nouvelles attentes aussi des salariés, des travailleurs, des indépendants, d'un petit peu tout l'écosystème et surtout du besoin de flexibilité et de souplesse aussi de la part des entreprises. Donc, depuis la crise Covid, c'est quand même un monde un peu nouveau qui se présente aussi au sein de l'entreprise. Donc, on va parler un petit peu de toutes ces transformations avec nos trois invités. Emma Arestegui, qui est à ma gauche, qui est responsable communication et des relations avec les actionnaires de Sokoa, qui était un fabricant de mobilier de bureau basé à Hendaye, qui emploie 270 salariés. Donc, c'est une entreprise qui a été créée il y a 50 ans au Pays Basque. Elle était alors inscrite dans un projet de création et de création de valeur et de création d'emplois sur le territoire. Et elle se définit clairement comme une entreprise militante sur ces thématiques-là, mais aussi dans sa préoccupation sur le collectif depuis le début. À côté d'Emma, nous avons Christelle Autois qui représente la structure Canopée, qui est responsable des actions collectives de Canopée dans le Gers, qui est une entreprise partagée qui regroupe environ 120 entrepreneurs. Canopée, c'est une coopérative d'activité et d'emploi qui permet en fait une mutualisation des moyens de gestion et de fonctionnement pour les entrepreneurs. Et depuis 25 ans, elle se conçoit comme une alternative à l'entrepreneuriat individuel qui s'attache aussi à sécuriser le travail des entrepreneurs et à favoriser leur épanouissement personnel et professionnel. Et enfin, Camille Durin, qui est chargée de la stratégie Égalité Europe chez Salesforce, qu'on vous a présenté tout à l'heure, leader mondial des solutions de gestion de la relation client, 1700 salariés en France. Et l'entreprise met en avant une culture globale de flexibilité, mais aussi d'inclusion des minorités, d'intégration, d'évolution salariale et d'égalité professionnelle, et porte aussi de nombreux dispositifs d'action collective pour ses salariés. On va parler de tout ça en donnant déjà la parole à chacune d'entre vous pour que vous nous précisiez un peu plus avant la stratégie en fait, et la culture de votre entreprise sur cette question de l'épanouissement des travailleurs, du bien-être et de la sécurisation de l'emploi, qui est aussi un facteur important de toutes ces questions. On peut commencer avec vous, Emma. Oui, alors c'est vrai que Sokoa, c'est une entreprise particulière, je pense, en termes de modèle, parce que dès ou peu de temps après sa création, l'équipe dirigeante et notamment le fondateur Pacino Oblia a eu l'idée un peu précurseur ou révolutionnaire d'associer en fait le capital et le travail. C'est-à-dire au lieu de les séparer et des fois de... Là, l'idée, c'était que tous les salariés soient associés au capital à travers un dispositif d'intéressement, un intéressement égalitaire. Donc ça, c'est dès les années 80, quelque chose qui a été mis en place chez Sokoa. Et donc Sokoa n'est pas une coopérative, c'est une entreprise, une SA classique, mais voilà, on va dire l'objectif premier, l'idée derrière Sokoa, la création de Sokoa, c'était avant tout de développer le territoire du Pays Basque. Donc c'était un projet militant. C'était à l'époque, on était sur un territoire complètement différent avec très peu industrialisé, très touristique, très agricole. Et donc l'idée c'était de créer de l'activité et de créer de l'emploi. Et petit à petit, donc, ils ont grandi et ils ont fait appel pour ce projet-là, pour développer ce projet, ils ont fait appel à l'épargne populaire de proximité, c'est-à-dire aux économies un peu des citoyens du territoire. Donc il y avait vraiment cette idée que on puisse développer collectivement sur le territoire du Pays Basque un projet de l'activité et qu'en fait on puisse être un peu attractif et créer de la valeur sur le territoire et
toujours dans une optique de la redistribuer et pas juste de créer de la valeur dans l'entreprise, mais de créer de la valeur sur le territoire. Donc ça, c'est un peu la genèse, je ne sais pas si... Ce qui explique en fait aujourd'hui voilà, qu'on soit une entreprise un peu à part en termes de modèle, parce qu'aujourd'hui, donc Soqua, c'est 1150 actionnaires. Si on prend les salariés et les anciens salariés, ces actionnaires détiennent près de 50% du capital. Et donc ensuite, le reste, ce sont des particuliers, et personne, à titre individuel, ne détient aujourd'hui plus de 2% du capital chez Soqua. Très bien. Christelle, vous êtes là pour Canopé. Vous, ce n'est pas un public de salariés lambda, puisque ce sont des entrepreneurs à qui vous offrez un cadre en fait qui est favorable à leur épanouissement, mais aussi à la sécurisation de leur travail. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Oui, Canopé est une scope un peu particulière puisque c'est ce qu'on appelle une CAE, une coopérative d'activité d'emploi. Ça a été créé il y a un peu plus de 25 ans en France et Canopé fait partie des premières CAE, de la première vague, on va dire. Aujourd'hui, Canopé intervient sur le GRC et les Hautes-Pyrénées. Et donc, on est issu, en fait... par rapport à des personnes qui ont créé le concept de CAE, qui se sont dit beaucoup de gens veulent créer leur entreprise, mais c'est difficile de passer à l'action, c'est prendre des risques. Et en fait, comment on peut limiter ces risques pour quelqu'un qui veut créer son entreprise? Donc le concept a été réfléchi dans ce sens. Et donc en fait, on permet à des entrepreneurs de créer leur activité en toute autonomie, tout en bénéficiant de tous les avantages du statut salarié, puisqu'en fait, ils vont avoir un statut très particulier de l'entrepreneur salarié, voire associé à un moment. On reviendra peut-être sur cette notion-là. Donc, en fait, l'entrepreneur, il est indépendant, il a sa propre marque commerciale, il s'organise comme il souhaite, mais à côté, il va utiliser quelque part la SCOP pour se salarier sur son chiffre d'affaires. Et donc, en fait, on allie le meilleur, on va dire, de l'indépendant avec le meilleur du salariat. Si je peux résumer comme ça. Très bien. Et Camille, vous êtes là pour Salesforce. Alors, j'ai dit qu'il y avait une culture globale qui travaillait à la flexibilité et à l'intégration de publics différents. Est-ce que vous pouvez nous préciser ce que ça veut dire ? Oui, tout à fait. Alors c'est vrai qu'au cœur de Salesforce, la valeur d'égalité est très forte. C'est quelque chose qu'on retrouve aussi en tant que collaborateur dans l'entreprise. Et pour faire vivre finalement cette valeur d'égalité en interne, on va travailler, je pense, sur 3 piliers. Le premier, ça va être de mettre en œuvre des systèmes inclusifs en interne, donc qui parlent à toutes les communautés, à tous les genres, à toutes les personnes. Donc c'est le design de systèmes inclusifs, ça va être le premier pilier. Le second pilier, ça va être l'expérience des collaborateurs. Et ça touche beaucoup à ma mission actuelle. On met en place des interviews de collaborateurs, notamment des femmes, pour comprendre quelle est leur expérience dans l'entreprise, qu'est-ce qu'elles attendent et qu'est-ce qu'il les ferait rester ou peut-être partir, et mieux adresser ces sujets-là. Et enfin, le troisième pilier, c'est l'engagement. Donc pour que les collaborateurs vivent les valeurs de Salesforce au mieux et les partagent en interne, mais aussi avec nos clients et nos partenaires, on a des programmes d'engagement interne. J'ai mentionné le 1-1-1 modèle tout à l'heure, donc 1% des bénéfices, 1% du temps de travail et 1% de notre technologie qui sont donnés à des associations. Mais il va y avoir aussi en interne des groupes de collaborateurs qui se forment autour de problématiques qui les intéressent. Ça peut être le développement durable, ça peut être la lutte contre le racisme, ça peut être le soutien d'une communauté de parents dans l'entreprise. Et le fait d'engager des collaborateurs sur ces thématiques-là qui les touchent permet de faire avancer aussi la question de l'égalité en interne. Alors, on va toucher un petit peu à... Là, ce sont les idées générales, mais on va entrer dans le détail de ce qui est mis en place au sein de vos structures. Peut-être, Camille, on va continuer sur cette lancée. Est-ce que vous pouvez nous détailler un système qui est propre à Salesforce, à savoir encourager le bénévolat de ses salariés en proposant une prise en charge, en fait, de cette implication? Comment ça se passe? Tout à fait. Alors, donc,
ce one-one-one modèle, et c'est un anglicisme, je suis désolée, je ne l'ai pas en français, vise à inciter les collaborateurs à redonner de leur temps pour la communauté. Tout à l'heure, on se posait la question de savoir pourquoi est-ce que Salesforce s'est engagé dans le partenariat avec Indara. C'est pour être une plateforme de changement. Et pour ce faire, le bénévolat permet aux collaborateurs de s'engager sur les projets qui leur tiennent à cœur. Ça participe aussi d'un meilleur environnement de travail, d'un don et d'une participation à la communauté. Et donc, c'est un petit peu comme ça que ça se traduit dans l'entreprise. Depuis qu'on a mis ça en place il y a plus de 20 ans, puisque c'est un modèle qui a été lancé dès le premier jour de l'entreprise, il y a d'autres acteurs, d'autres sociétés avec lesquelles on travaille qui ont décidé d'adopter ce même modèle. Et aujourd'hui, ça permet à des équipes d'aller faire du bénévolat ensemble. Ça peut être avec la Croix-Rouge, ça peut être dans des écoles, auprès de jeunes, du mentorat. C'est vraiment le type d'activité est très large. Ça favorise la cohésion en interne, ça nous permet aussi de faire des activités avec nos clients et nos partenaires pour mieux les comprendre, mieux se lier les uns aux autres. Et ça participe, encore une fois, je pense, du bien-être de tous les collaborateurs. Emma, peut-être pour continuer, vous avez aussi une réflexion alors sur les horaires, mais aussi sur des tâches plus techniques, notamment sur la robotisation de certaines tâches qui pourraient être répétitives ou pénibles ou usantes pour le corps des salariés. Est-ce que vous pouvez nous préciser? Alors oui, ça rejoint toujours un peu l'objectif, le premier objectif de SOQUA, donc de créer de l'emploi et surtout de le maintenir. Donc il y a toujours eu une réflexion chez SOQUA autour du bien-être des salariés, et c'était pas forcément dans une dynamique de recrutement, c'était vraiment pour essayer de créer du confort. Donc c'est le produit même est de créer du confort, de l'assise au travail, mais c'était l'idée aussi de vraiment permettre aux salariés de s'épanouir dans leur travail. Et donc sur tous les postes, parce que donc on a des sites de production, de montage, couture. On a aussi donc des bureaux, on est sur 3 sites, donc à Hendaye on est 270. Et c'est vrai que il y a toujours eu un courant un peu précurseur autour de sujets sociaux. Donc le dernier un peu en date, un peu fort, c'est pour les salariés qui sont dans les bureaux. C'est les horaires variables. Donc ça a été mis en place en 2018. L'idée, c'est de pouvoir permettre une flexibilité d'horaire aux salariés. Donc tout le monde badge. Et en fait, on peut commencer sa journée entre 7h30 et 9h15 et la terminer entre 16h15 et 19h. Sachant que ça permet... Alors, il y a encore d'autres avantages autour toujours du temps de travail, mais ça permet en fait de pouvoir, pour les parents, déposer les enfants. Ça permet aussi de créer une autonomie dans le travail et que chaque salarié se sente un peu maître de son travail, de sa charge de travail, mais aussi de sa journée, puisse s'organiser plus facilement. Pareil, entre midi et 2, donc il y a 2 heures, 1 heure obligatoire, mais on peut prendre de midi à 14h, 2 heures de pause déjeuner. Et donc l'idée toujours, c'est de faire donc son temps de travail, 35 heures. Mais ça aussi, on a la possibilité chez SOQUA de le faire sur 4 jours et demi au lieu de 5. Donc il y a 2 possibilités. La majorité des gens préfèrent faire 32 heures, 38 heures, c'est-à-dire une semaine de 5 jours, une semaine de 4 jours. Mais on a aussi la possibilité de faire 35 heures sur 4 jours et demi et d'avoir par exemple tous les mercredis ou les vendredis après-midi de libre. Donc ça, c'est quelque chose qui a été mis en place, toujours dans l'optique de permettre aux salariés d'avoir peut-être un équilibre de vie entre le professionnel et le privé ou le familial, et vraiment d'être un peu
en amont des réflexions sociales du travail, autour du travail. Donc ça, c'est pour la partie un peu horaire variable, mais ça marche aussi, par exemple, dans la partie plus industrielle, parce qu'on est quand même une entreprise industrielle, où pour les agents de production, on va beaucoup réfléchir sur tout ce qui est ergonomie, sur tout ce qui est conditions de travail. Donc ils ont eux-mêmes donc on est sur une organisation de travail un peu différente que celle des salariés dans les bureaux. On est sur les 2-8. Mais pareil, si on prend en considération les pauses, etc., les salariés ne travaillent que, entre guillemets, 34 heures plutôt que 35 heures par semaine. Et en fait, c'est un système qui est inversé. Donc, semaine A, semaine B, et ils travaillent de 7 heures à 13 heures et de 13 heures à 19 heures. Et donc, bon, ça c'est pareil sur la partie horaire, mais sur tout ce qui est ergonomie, il y a tous les ans ou tous les 2-3 ans des investissements très importants autour de la robotisation de certaines tâches qui sont répétitives ou qui peuvent devenir physiques et qui peuvent amener à peut-être plus d'accidents de travail. Et donc là, le dernier en date, c'est un investissement assez important de plusieurs millions d'euros qui s'appelle Robopal. Et en gros, c'est sur la palettisation des colis à l'expédition. Et donc, pour éviter à certains agents de porter les colis, de les porter à la main ou peut-être de les prendre en main, il y a un énorme... c'est très grand physiquement. Il y a un très gros site qui est dédié et qui va, avec un système un peu de Tetris, déjà composer les colis pour les expéditions futures. Et donc, cet investissement, bon, il permet un gain d'espace, un gain de temps, mais surtout, l'idée de départ, c'était d'essayer d'éviter, d'automatiser et de rendre peut-être le travail un peu moins répétitif et potentiellement dangereux pour les salariés. Très bien. Christelle, on est sur une problématique, enfin un public différent, c'est-à-dire qu'on parle d'entrepreneurs qui peuvent aussi avoir des attentes sur la conciliation de la vie perso, la vie pro. On sait que parfois quand on démarre un projet, tout ça peut être un peu flou dans les débuts. Justement, vous vous attachez à pouvoir quand même leur garantir des conditions de salariés. Oui, en fait, un des slogans des CAE, c'est réussir pour soi, entreprendre ensemble. Et donc, on est parti du constat qu'en fait, créer une entreprise, on est des professionnels de son cœur de métier. Mais là, tout d'un coup, on va voir un autre métier, c'est celui de l'entrepreneur. Et quand on démarre, de devoir mener de front les deux, c'est compliqué. On sait qu'au départ, il faut aller chercher du contrat pour pouvoir avoir du chiffre d'affaires, etc. Et si on est en même temps très concentré sur ce nouveau métier d'entrepreneuriat, c'est moins simple. Donc en fait, le concept de CAE, c'est comment on peut soulager l'entrepreneur au démarrage sur ses fonctions purement entrepreneuriales. Et donc l'idée, c'est de mutualiser. Donc la mutualisation, elle est très forte dès le départ, puisqu'en fait, les entrepreneurs, ils vont mutualiser le numéro de SIRET. C'est celui de la coopérative. Donc la société reste Canopé, même s'ils ont leur propre marque commerciale. Et puis, on va mutualiser différentes fonctions administratives, comptables, et puis de différents agréments. Par exemple, Canopé est un organisme de formation certifié Calliope. Donc l'entrepreneur, s'il est formateur et qu'il intègre Canopé, automatiquement, il rentre dans les règles du jeu de la certification Calliope. Et puis après, je vais dire... il faut considérer en fait l'entreprise, nous on est une SCOP, il faut la considérer comme un outil de travail. Tout à l'heure dans l'autre table ronde, c'était Philippe qui parlait d'outils de travail et c'est vrai que c'est très important dans le monde des SCOP. Et cet outil de travail qui est partagé entre différents entrepreneurs, ils vont en faire ce qu'ils veulent et ce dont ils ont besoin. Donc ça peut évoluer en fonction des entrepreneurs qui sont dans la coopérative.
Et après, on va les accompagner aussi sur le développement de leur activité. Donc, ils ont un chargé d'accompagnement avec donc des accompagnements individuels, qu'on dit un accompagnement de pair à pair, pour résoudre certaines problématiques ou les aider à développer certaines choses. Et puis, la force, en fait, chez Canopé, mais dans les CAE, et c'est le principe, et ça fait vraiment partie de notre ADN, c'est la coopération. Et donc, il y a tout un accompagnement collectif qui est prévu et qui se développe au fur et à mesure des besoins. Et je vais peut-être continuer pour aborder la question des nouvelles attentes, des nouveaux arrivants dans les entreprises. On sait que les conditions de travail, évidemment, sont un enjeu important, mais dans une époque où la charge de l'attractivité est un petit peu revenue sur les épaules de l'entreprise pour recruter. Est-ce que, par exemple, vous, c'est quelque chose qui est recherché par les entrepreneurs, de pouvoir avoir de pouvoir décharger un petit peu toutes ces choses auxquelles il faut penser, toute cette charge mentale qui va avec la mission d'entrepreneur. Est-ce que de venir dans une structure comme la vôtre, ils vous disent c'est aussi pour moi mon bien-être et que j'en ai pas partout, quoi, que je sois un peu moins la tête dans le guidon? Ça, c'est certain qu'en fait, ils ont besoin, quand on les questionne au départ pour leur arrivée, leur intégration dans la coopérative, souvent, c'est des personnes qui disent non, j'ai besoin d'être accompagnée, j'ai besoin de collectif, parce que nous, par définition, on est un collectif. Et après, ce sont parfois des personnes qui ont cette sensibilité-là, parce que nous, on fait partie du monde de l'économie sociale et solidaire, donc il y a certaines valeurs qu'on revendique, donc elles sont attirées, ça correspond à leurs aspirations, leurs envies, leurs valeurs. Donc c'est pour ça aussi qu'elles nous rejoignent. Et puis après, alors ça c'est une évolution depuis quelques années, on a de plus en plus d'entrepreneurs, en fait, de porteurs de projets qui arrivent et l'idée n'est pas du tout de devenir entrepreneur, mais les postes salariés, des fois il y en a de moins en moins. Ils sont contraints, en fait, de créer leur entreprise pour se faire leur emploi. Surtout nous, sur le Gers et le Hautes-Pyrénées, où c'est un milieu quand même rural. Et notamment, pour les femmes, ça devient compliqué. Donc, on a une nouvelle génération d'entrepreneurs qui arrivent. Et alors là, il faut absolument être là pour les accompagner. Mais après, on voit l'efficacité du modèle parce que la pérennité des entreprises à 5 ans, quand elles sont dans la SCOP, elle est de plus de 70%. D'accord. Ce qui est énorme par rapport à la création d'entreprises en dehors. Je vous passe la parole, Camille, aussi pour cette question des attentes et des échanges qu'il peut y avoir entre ce que propose l'employeur et ce qu'attend l'employé. À Salesforce, comment vous assurez cette harmonie, on va dire? Je pense que le Covid a en effet un peu révolutionné les modes de travail. Pour nous, ça s'est cristallisé beaucoup autour du rachat de Slack, qui est notre plateforme qui nous permet de collaborer à distance, d'échanger facilement. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'intégration dans cette plateforme digitale pour pouvoir, pour les équipes commerciales, gérer les opportunités, gérer leurs deals autour de la plateforme, échanger avec leurs collègues, s'informer aussi, puisqu'on a un centre de ressources qui est aujourd'hui tout à fait automatisé dans Slack. Donc ça a été un premier point. Et pourquoi je le mentionne? Parce qu'effectivement, avec le Covid, on a de plus en plus de demandes de télétravail. On a été en full télétravail pendant plusieurs mois, je dirais pratiquement une année. Moi, j'ai été recrutée à ce moment-là à distance. Je pense que j'ai mis 1 an avant de venir la première fois dans les bureaux chez Salesforce à Paris. Et ça s'est très bien passé. Ça s'est très bien passé grâce à la technologie, grâce à l'adaptation aussi du mode de travail et l'agilité des équipes de Salesforce. On a eu beaucoup de formations sur comment collaborer à distance. Et aujourd'hui, on a un accord de ce qui s'appelle le Flex Office. En fait, il y a 3 possibilités. Les collaborateurs ont pu demander soit d'être 100% à distance, soit d'avoir cet accord de Flex Office, soit d'être en présentiel. Et donc, du coup, chacun sait à peu près ce qu'il doit faire. Et dans le cadre du Flex Office, en fait, l'idée est de dire on vous conseille de venir 2 fois par semaine au bureau. Pour autant, après le Covid, il y a aussi l'importance de se retrouver.
Et je pense que ça, c'est beaucoup mis en œuvre aussi avec une stratégie autour de nos bureaux. Donc il y a le fait de pouvoir avoir de la flexibilité pour gérer sa charge de travail comme on le peut, en tenant compte de nos obligations, de notre bien-être, de la famille, des enfants, des collaborateurs. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est le retour au bureau et le fait de se retrouver. Et la stratégie finalement de la mise en place d'espaces dans nos locaux, d'espaces liés à la collaboration, d'espaces pour pouvoir se concentrer en ayant des réunions individuelles avec des clients, ça participe aussi finalement de ce nouveau mode de travail qu'on a. Donc pour synthétiser, une plateforme qui est celle de Slack, une offre très claire de modalités de télétravail et enfin la possibilité d'avoir des bureaux qui sont accueillants et qui nous permettent de nous retrouver ensemble et de favoriser la collaboration. Vous, Emma, chez Socoa, est-ce que le Covid a changé quelque chose justement à ce rapport au travail des nouveaux salariés qui pourraient arriver? Oui, alors nous, on a été doublement un peu impactés par le Covid. Déjà bon, c'est pas forcément ma partie, mais on a remarqué vraiment qu'en termes de vente de sièges, de bureaux, et qu'il y avait une vraie évolution, on ne sait pas encore exactement vers où ça va, mais de la demande en termes d'équipement, de sièges de bureau, mais aussi d'espaces de convivialité et de lieux justement où les gens peuvent se retrouver sans forcément que ce soit juste au bureau, c'est-à-dire des lieux un peu annexes de salles de pause. Donc je sais qu'on a de plus en plus de marchés, donc ça c'est ce que le télétravail, enfin ou le Covid a apporté à notre secteur d'activité. Nous, on a été très touchés par le Covid. Il y a eu ça a été une période très compliquée parce qu'on est un site de production, donc on peut pas. Enfin, il y avait une grande majorité de salariés qui étaient chez eux à la maison sur quelques mois. Et ensuite, après, ça a été tout un travail des équipes de mettre en place des systèmes, parce que pendant longtemps après, il y a eu des mesures sanitaires très importantes où on ne pouvait pas se rassembler, où il fallait se croiser, où... Bon, voilà. Donc il y a eu beaucoup de choses assez compliquées, et c'est intéressant parce que justement, j'ai l'impression que... Donc je m'occupe aussi de la communication interne chez Socoa. Enfin, je m'occupe notamment de la communication interne chez Socoa. Et donc là, on est en train d'essayer on fait un travail pour essayer de remettre en place une nouvelle politique de communication interne, et on se rend compte qu'il y a un besoin énorme de cohésion, de se retrouver et de communication en interne, c'est-à-dire de se connaître, de partager, de savoir ce que font les autres dans différents services, que peut-être avant il y avait déjà, mais que le Covid a vraiment renforcé, parce que pendant presque 2 ans, voilà, il y a des gens on est sur 3 sites à Hendaye, il y a des gens qui ne se sont plus vus, il y a des nouvelles recrues qui ne connaissent personne, qui ne sont jamais allés sur un des 2 autres sites. Donc il y a ce qu'on remarque, c'est qu'il y a un vrai besoin de nouveau de créer des moments de convivialité, mais aussi d'échange, et qu'on va essayer de mettre en place. Et nous, pour ce qui est du télétravail, c'est vrai que le Covid a... Alors on n'était pas forcément précurseurs sur le sujet avant le Covid. C'était un des sujets qui n'avait pas forcément été... C'est vrai qu'il y a quand même la majorité des salariés qui sont sur site, donc pour qui la question ne se pose pas. Mais pour les salariés qui sont dans les bureaux, on a signé, suite au Covid, un accord de télétravail d'entreprise. Et donc, c'est au choix de chaque salarié, mais le salarié a la possibilité, un peu sur le modèle du flex office, de venir travailler minimum 3 jours par semaine, et d'avoir 2 jours en télétravail sur les jours qu'il choisit, sachant qu'après ça reste défini dans un cadre, voilà, c'est pas à la carte sur chaque semaine, mais ça peut être, je sais pas, les mercredis et les vendredis en télétravail. Donc on a cet accord de télétravail qui vient directement, enfin qui est une conséquence du Covid, et du coup d'un nombre de salariés de bureaux qui ont appris à travailler, ou qui ont dû s'adapter et travailler en télétravail.
Mais c'est vrai que ce que je vois, moi, plutôt en termes justement de bien-être salarié, ça va plutôt se jouer sur la communication et un besoin de nouveau de cohésion, de moments partagés qui sont pas forcément liés au travail. Mais on s'est rendu compte que bon, maintenant on est quand même une entreprise de taille assez importante, 270 salariés, et qu'il y avait une demande pour par exemple, des réunions d'information en présentiel, c'est-à-dire où on fait le point 1 à 2 fois par an. Donc ça avait déjà été mis en place aussi, c'était quelque chose qui avait été mis en place en 2018, voilà, avec des réunions d'information tous les ans ou biannuelles, où en fait les dirigeants faisaient le point sur un peu les orientations stratégiques, sur les grands projets structurants, sur un peu l'actualité, les chiffres clés. Et ça permettait aussi après de partager un moment de convivialité, mais l'ensemble des salariés du coup étaient au courant de ce qui se passait. On avait aussi un journal interne mensuel auquel les salariés étaient très très attachés. Donc la personne qui s'en occupait est partie à la retraite. Donc c'est aussi dans ce cadre-là qu'on fait ce travail. Et donc on a fait un travail on a envoyé un questionnaire à l'ensemble des salariés pour essayer de voir comment on pouvait faire évoluer en fait la communication interne et quelles étaient leurs attentes. Et on s'est rendu compte, peut-être même au-delà de nos attentes à nous, qu'il y avait vraiment un besoin de communication transversale aussi, c'est-à-dire entre services, et de replacer un peu l'humain, parce que l'humain c'est très large, on ne sait pas forcément ce que ça veut dire, mais de replacer les rapports humains, les échanges, les moments conviviaux, de partage au cœur de l'entreprise et au cœur de la politique de communication interne. Donc voilà, on travaille sur le sujet spécifiquement en ce moment. Ces moments de partage, Christelle, c'est aussi quelque chose qui s'est matérialisé un petit peu chez vous, alors presque même pendant le Covid, entre entrepreneurs qui peuvent parfois faire face à de la solitude. Dans une période comme le Covid, encore davantage, il y a des moyens de co-développement aujourd'hui au sein de la structure qui se sont mis en place en fait un petit peu spontanément. Oui, en fait, nous, dès le départ, dans la coopérative, dont mon poste, moi je suis responsable communication et action collective, en fait, je monte des actions collectives pour permettre aux entrepreneurs de développer leur chiffre d'affaires ou aussi pour faire vivre la vie coopérative. Et donc, c'est vrai qu'il y a eu, alors autant sur l'équipe d'accompagnement dont je fais partie, la période Covid a été une période mais surchargée pour nous. Mais justement pour accompagner ces entrepreneurs qui se trouvaient tout d'un coup démunis. Donc l'avantage pour eux, c'est que dès qu'ils étaient salariés, ils ont pu bénéficier des indemnités chômage en tant qu'entrepreneurs, évidemment. Donc ça, c'était un des avantages du statut. Mais après, il fallait combler toutes ces angoisses, ce vide de ne pas pouvoir travailler, etc. Donc directement, nous déjà, au sein de la coopérative, il y a des groupes, des pôles métiers qui sont organisés. Par exemple, on a un pôle qui s'appelle Prévention de perte de l'autonomie. C'est un ensemble d'entrepreneurs qui répond à des appels à projets sur cette thématique. Et donc, que j'ai accompagné au démarrage et qui aujourd'hui est complètement autonome. Et ils coopèrent ensemble. Ils collaborent également ensemble pour répondre à ces appels à projets. Ils se soutiennent. Bon, on a un pôle qui est pour les formateurs, on a un pôle pour l'artisanat. Donc, par exemple, tous les petits artisans, lors de la période du Covid, où évidemment les marchés de Noël n'existaient plus. Donc là, ça a été un travail ensemble de réfléchir comment on s'en sort. Donc, ils ont créé un site internet d'e-commerce pour vendre leurs produits. Ils ont fait une communication commune sur les réseaux. Et puis, ça perdure et ça existait déjà avant, mais ils mutualisent parfois des stands sur des salons, des festivals, des marchés de Noël, etc. Donc là, il y a toute une partie, on va dire, de groupes, de pôles métiers. Et puis, il y a d'autres pôles qui existent, qui sont plus liés à la vie coopérative pour faire fonctionner l'entreprise, puisque nous, on est en scope, on est en gouvernance partagée.
Donc, évidemment, dès que l'entrepreneur devient sociétaire, il participe activement, mais la politique chez Canopé, c'est quel que soit son statut, même avant d'être sociétaire, on est associé au devenir de l'entreprise, en fait, à la réflexion du moins. Et puis, il y a... donc là, dans cette partie-là, on va dire, on a des groupes qui sont liés proprement à la gouvernance, au sociétariat, à la coopération. Il y a un système de parrainage, marrainage qui est mis en place, qui est complètement piloté maintenant par les entrepreneurs pour soutenir les nouveaux entrepreneurs qui arrivent. Et puis, on a une autre partie qui est vraiment du soutien de l'entrepreneur et qui s'est accéléré par le Covid, qui sont des groupes de co-développement. Donc, ce sont les entrepreneurs entre eux qui se rassemblent. Il y a plusieurs groupes de co-développement. Ils se voient une fois par mois, il me semble, pendant 10 mois. Ils constituent un groupe de 6-7 personnes et ensemble, ils se soutiennent sur différentes problématiques professionnelles ou personnelles. Voilà. Donc, vous évoquiez, on va en venir peut-être à un point qui est aussi important dans les conditions de travail, c'est aussi pour les salariés, peut-être les salaires, évidemment, l'intéressement éventuel, la participation aux bénéfices, l'égalité professionnelle aussi. Sur ça, Camille, je voulais vous donner la parole parce que, justement, vous avez un travail d'équilibrage assez constant des salaires entre hommes et femmes. Oui, tout à fait. Quand on parlait de designer, de créer des systèmes inclusifs dans l'entreprise, c'est aussi réfléchir à l'égalité homme-femme, qui est quand même un vrai sujet au sein de l'entreprise. Dans la tech, on est sur une moyenne assez basse en termes de représentation de femmes dans nos effectifs. Chez Salesforce, on est à 33%. La moyenne nationale doit être autour de 27%. Donc il y a des efforts à faire. Il y a des efforts sur l'expérience des femmes, mais il y a aussi des efforts sur la question des salaires, des promotions et de la représentation des femmes dans les niveaux les plus hauts de l'entreprise. Sur les salaires en particulier, depuis 2016, Salesforce s'est engagé à vérifier, à s'assurer que les salaires des hommes et des femmes sont égaux. Donc les personnes sont rémunérées de façon égale, à compétences égales. Ce qui n'est pas facile parce qu'on est dans une organisation qui est quand même complexe, avec 80 000 collaborateurs au niveau monde, beaucoup de pays. Et pourtant, on a donc un système qui permet de revoir dans chaque pays les salaires en fonction de compétences, etc. Et depuis 2016, c'est 22 millions d'euros qui ont été réinvestis pour remettre des salaires des femmes au niveau de ceux des hommes. Donc ça, c'est très important. C'est un engagement proactif de la société, mais c'est aussi pour attirer plus de femmes et s'assurer qu'elles restent dans nos métiers. Le souci aujourd'hui, on le sait, c'est qu'on a... la tech est un monde quand même encore assez masculin. Il y a peu de femmes peu de petites filles qui se forment et qui sont attirées par les mathématiques et ensuite qui choisissent des carrières qui ne sont pas forcément orientées vers nos métiers. Ça, c'est pour le côté interne. Et après, on a aussi tout un engagement vis-à-vis de notre écosystème pour essayer de féminiser finalement la tech en France en particulier. Il y a 1 an et demi, on a lancé un projet qui s'appelle 1000 femmes dans la tech. L'objectif était l'objectif était de réunir notre écosystème de clients et de partenaires d'intégration et ensemble de s'engager à promouvoir les femmes au sein de la tech et notamment d'attirer, de former et de placer 1000 femmes en 2 ans dans cet écosystème-là. Aujourd'hui, il y a plus de 650 femmes qui ont été placées dans l'écosystème de Salesforce avec ce programme-là. Et donc, les efforts, on les fait à la fois en interne, mais aussi en externe. Et l'objectif, in fine, c'est d'accroître cette représentation des femmes dans l'entreprise et dans le secteur. Emma, sur les salaires et donc les conditions de travail, vous avez un travail sur l'intéressement au sein de SOCOA. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se passe? Oui, et aussi même sur les salaires, dans le sens où dans les postes, on va dire, les agents de production, le salaire minimum chez SOCOA, il est à SMIC plus 15%. On a aussi ça pour la partie vraiment salaire. Et donc ensuite, oui, c'est ce que je disais un peu au début, on a un système qui s'appelle IAP, intéressement, abondement, participation, où en gros, donc on a un intéressement égalitaire qui est mis en place, donc tous les salariés touchent et se partagent une partie du bénéfice, et donc
de façon égalitaire, c'est-à-dire que le salarié de base, et c'est uniquement sur le temps de travail. Les gens qui sont à mi-temps n'auront pas la même chose que ceux qui sont à temps plein. Mais sinon, que ce soit le salarié au montage ou la couturière touchera la même chose que le directeur général. Et ensuite, au choix du salarié toujours, l'entreprise abonde cet intéressement, ce montant, qui est ensuite placé dans un fonds commun d'entreprise, c'est-à-dire qui détient des actions ou des parts sociales de SOCOA. Donc en fait, ça permet à chaque salarié de devenir, là c'est un peu indirectement, actionnaire de SOCOA. Et donc sur un montant, si par exemple l'intéressement est de 1 000 euros, donc en fonction du nombre d'années où ce montant est placé, l'entreprise abonde 2 à 3 fois le montant. Donc c'est-à-dire qu'avec un intéressement de 1 000 euros, le salarié, il peut se retrouver actionnaire à hauteur de 3 000 euros de SOCOA. Et donc ensuite, c'est un système vertueux parce qu'ensuite, donc le salarié recevra aussi les dividendes de ces actions. Donc l'idée vraiment, c'est d'associer le salarié dès le début et de façon assez égalitaire au capital et donc de l'intéresser directement aux résultats, aux bénéfices que fait l'entreprise. Et ça permet, alors je ne sais pas si c'est forcément parce que les gens, surtout au début, les salariés ont du mal, c'est une mécanique assez complexe, à comprendre exactement les tenants, les aboutissants. Je ne sais pas si c'est un vrai argument de recrutement, mais en tous les cas, c'est un argument de rétention et d'attachement, dans le sens où il y a quand même, on n'est pas une coopérative, on n'est pas parfait, mais on a quand même un système qui fait que le salarié lambda, toujours au choix, parce que je crois qu'aujourd'hui on est à un peu plus de 95% des salariés qui sont actionnaires de l'entreprise. Voilà, mais on a la possibilité en fait de devenir actionnaire et je pense que c'est quand même un argument pour rester. Dans le sens où une fois qu'on s'est engagé, qu'on a investi dans l'entreprise, ça force aussi à se poser des questions sur la finance, sur ce qui est fait de l'argent, comment on investit, quels sont les investissements. Et donc ça permet un engagement peut-être supérieur ou plus important des salariés. Très bien, merci. Alors on arrive dans les dernières minutes. Je vais vous donner la parole si quelqu'un a une question dans le public pour l'une ou l'autre de nos invités. Oui, madame. Oui, j'ai une question sur le télétravail, notamment dans les entreprises de production comme SOCOA. Vous avez dit que vous aviez mis en place du télétravail, mais j'imagine que c'est seulement pour les gens qui travaillent dans les bureaux. Bien sûr. Et est-ce que ça ne crée pas des dissensions entre les productifs, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on peut les appeler, et puis les gens qui sont dans le bureau, sachant que bien sûr tout le monde produit, hein, mais les ouvriers quand même n'ont pas cette facilité. Je voulais savoir comment vous gérez ça. Alors c'est vrai que ce qui a été aussi dit à l'inverse, c'est que les improductifs, pendant le Covid, ils travaillaient. Alors que les productifs, ils étaient à la maison parce qu'en plus on a garanti on a maintenu tous les emplois et on a maintenu les salaires. Donc il y avait aussi cette injustice de départ un peu de dire, enfin il y a eu dans les discussions, oui mais ceux des usines en gros, ils étaient à la maison pendant 4 mois, alors que nous on continuait à travailler. Donc il y a eu un peu cette idée-là de se dire qu'on n'est pas tous forcément égaux en fonction de notre travail. Et ensuite quand on a mis en place l'accord, effectivement il y a eu un peu des je sais pas trop comment, des discussions, des échanges. Mais en fait, c'est une question, on n'a pas les moyens sur un site de production de rendre le travail télétravaillable.
Donc la question ne s'est pas posée, mais je sais que justement sur ces histoires d'heures, où je disais que, que les agents de production sont payés pour un 35 heures mais effectuent un peu moins, était une mesure compensatoire par rapport à la mesure de télétravail, enfin le télétravail qui avait été mis en place pour les salariés de bureau. Donc il y a eu une sorte de compensation au niveau du nombre d'heures travaillées. Voilà, sachant que, encore une fois, enfin, je n'ai pas forcément la liste des avantages, mais les agents de production à l'usine chez Socoa, donc ils ont quand même des conditions de travail qui sont relativement confortables, avec des avantages quand même. Voilà, il y a aussi, bon, ça parce qu'il y a beaucoup d'avantages chez Socoa, mais il y a aussi une notion de banque d'heures chez Socoa, où en fait toute heure en plus qu'on fait, en plus de notre contrat, rentre dans une banque d'heures et qu'on peut utiliser au choix en congé. Enfin, il y a des personnes qui sont parties 4 mois en vacances en ayant économisé. Bon, il faut quand même rester un certain temps et faire un nombre d'heures supplémentaires. Mais c'est-à-dire qu'il y a quand même des avantages comme ça qui viennent peut-être accompagner ou rendre le travail quand même le travail, on va dire, sur site, très attractif. Merci. Une autre question, peut-être? Non? Ah, si, madame. Bonjour, donc moi je suis entrepreneur aussi dans le cadre d'une CAE, donc déjà merci pour vos témoignages, je trouve ça très intéressant. J'ai une question à poser, notamment sur Salesforce par rapport à la notion d'égalité. On parle beaucoup d'égalité et d'inclusivité, mais d'égalité avec un pourcentage de femmes qu'on aimerait augmenter. Et moi je me pose une question, en ce moment parce que j'ai été concernée et que j'en vois beaucoup autour de moi, sur l'emploi des seniors qui n'ont pas de réponse quand ils envoient des lettres. Et il y a beaucoup de femmes seniors de 50 ans, comme moi, qui ont encore 14 ans de salariat éventuellement ou d'entrepreneuriat, qui n'ont jamais de réponse quand elles envoient une lettre de motivation, un CV. Et je voulais savoir comment en fait, on prenait en compte cette partie-là au niveau des entreprises. Merci beaucoup pour la question. Je regarde le temps, il reste que 3 minutes Oui. et c'est un sujet qui me passionne. Je vous ai parlé de 1000 femmes dans la tech tout à l'heure. C'est un tout petit peu technique, mais il y a pour moi un dispositif qui a été mis en place par Pôle emploi qui est vraiment l'autoroute de l'insertion, de la reconversion professionnelle. En fait, l'idée, c'est de dire que des personnes qui souhaitent se reconvertir vont pouvoir faire 3 mois de formation à un métier financé par Pôle emploi à condition d'avoir identifié une offre d'emploi à la fin de cette formation. On a passé beaucoup de temps chez Salesforce, et c'était mon rôle avant d'être dans les équipes égalité, à travailler avec notre écosystème de clients et de partenaires, mais aussi avec Pôle emploi, pour faire connaître ces métiers-là à ces femmes, parce que parfois elles ne connaissent même pas en fait, le métier en tant que tel, notamment, je pense à consultant technico-fonctionnel. Beaucoup de femmes vont se dire, mais beaucoup trop technique, dans la tech, avec du CRM, trop difficile. En fait, non. Donc nous, on a fait beaucoup de campagnes de sensibilisation pour présenter le métier et montrer aussi tout ce que les femmes qui avaient des expériences métiers avant pouvaient apporter dans un tel rôle sur Salesforce. Seconde étape, on a travaillé avec des organismes de formation pour qu'ils créent des formations sur les produits de Salesforce qui étaient en tension côté recruteur. Et moi, j'ai travaillé avec notre écosystème de clients et de partenaires pour qu'ils s'engagent et pour qu'ils acceptent de prendre le risque de recruter des personnes en reconversion professionnelle. Quand je dis le risque, c'est parce que c'est des personnes qui ont évidemment 15, 20, 30 ans d'expérience métier, typiquement dans la paye ou dans la gestion comptable, mais qui ne maîtrisent pas le CRM. L'idée autour de tout ça, c'était derrière donc, de pouvoir proposer ces formations et que des personnes se forment. Et on a eu beaucoup de femmes en fait, en reconversion professionnelle de plus de 45 ans qui se sont formées. On s'est aussi appuyé sur des associations. Il y a une association qui s'appelle Social Builder, qui travaille sur tout le territoire en France et qui sensibilise les femmes au métier du numérique. Donc on s'est appuyé sur leur expertise et sur leur réseau de partenariat pour attirer ces femmes-là et les mettre en formation. Et pour l'anecdote, je vais vous la raconter, ma belle-mère, qui a fêté ses 60 ans cette année, a fait cette fameuse formation de 3 mois
au métier Salesforce, a eu une offre d'embauche à la fin de la formation et aujourd'hui consultante technico-fonctionnelle sur la partie billing de Salesforce et est très épanouie. Donc on essaye d'avancer dans ce sens-là. Nous seuls, ça ne suffit pas. Je dirais que par an, on a 500 femmes qui ont démarré des projets de reconversion comme ça. Et c'est pour ça que 1000 femmes dans la tech, l'idée, c'était aussi de dire à tout notre écosystème de clients et de partenaires, prenez le risque, recrutez des personnes qui ont fait des parcours de reconversion professionnelle sur vos fonctions tech, parce que c'est un peu les métiers d'avenir, en tout cas de notre industrie, et allez-y avec nous. Donc voilà, encore beaucoup de travail d'éducation, de sensibilisation et des femmes et de l'écosystème, mais je pense qu'on avance vraiment dans ce sens-là. Sur ça, on arrive au bout du temps, mais quand même, Christelle, je voulais justement vous poser la question parce que vous avez évoqué dans votre CAE, vous avez 70% de femmes entrepreneurs, ce qui est quand même une surreprésentation. Oui. J'imagine que les femmes entrepreneurs seniors sont aussi un profil important. Peut-être qu'elles sont aussi, elles, dans cet entrepreneuriat un peu contraint que vous évoquez pour se créer son emploi quand on n'a pas de réponse ailleurs. Oui, tout à fait. C'est le cas, plus de 70% de femmes, on est fiers. On est dans le cas inverse pour l'égalité. Et on a alors aussi bien des femmes que des hommes, justement des seniors qui arrivent, qui, entre guillemets, soi-disant ne sont plus employables et qui ont besoin de travailler encore quelques années. Et la CAE, ça leur permet en fait de mettre en avant leur expertise, d'aller se vendre comme consultants, formateurs ou autres dans leur domaine et de pouvoir encore cotiser pour faire des trimestres jusqu'à la retraite. Bon, malheureusement, c'est comme ça. Quand c'est contraint, c'est pas chouette pour eux, mais heureusement, on peut permettre ça. Mais nous, on est assez fiers par rapport aux femmes parce que, bon, on n'en a pas parlé, mais on est dans un système de gouvernance partagée. Donc nous, évidemment, tout ce qui est participation, intéressement, etc., c'est d'emblée, c'est de fait, je ne reviens pas dessus parce que c'est un peu plus complexe, mais dans notre gouvernance partagée, nous, on s'est dit, on veut obligatoirement qu'au conseil d'administration, sur cette coprésidence, il y ait une femme. Ça, c'est une règle. Et donc, chez nous, évidemment, des postes à responsabilité, il y a une codirection, il y a une femme. Donc, obligatoirement, nous, dans la coopérative, les femmes, elles ont des responsabilités. Même sur les groupes, souvent les groupes sont menés par des femmes. Une référente pédagogique, par exemple, dans la formation, c'est une des entrepreneurs. Voilà. Donc, ouais, on est un peu à l'inverse. On a un problème d'égalité dans l'autre sens, nous. Très bien. Merci. Écoutez, je pense que c'était le mot de la fin. Merci pour votre question. Et je vous dis merci à toutes les trois d'avoir pris le temps de venir. Merci à vous dans le public. Surtout, on s'arrête là pour aujourd'hui. On va manger et vous pourrez réécouter tout ça sous forme de podcast qui sortira au début de l'année 2024, donc sous peu. Et merci encore à tout le monde. Voilà. Merci Carole. Bravo.